C'est effectivement important de définir quel type de conflit. On a, dès les années 90, annoncé qu'il y aurait une cyberguerre, voire même que le cyber remplacerait la guerre classique, parce qu'il était plus facile d'envoyer un virus informatique pour paralyser un pays que d'envoyer des missiles. Il n'y a jamais eu de cyberguerre, en ce sens qu'il n'y a jamais eu de cybermort, qu'il n'y a jamais eu de cybercapitale occupée par les troupes adverses, et surtout qu'il n'y a pas de cyberpaix ou de cybertraité de paix. En revanche, la tentation d'utiliser des attaques informatiques se retrouve dans tous les domaines. D'abord parce que ça va, si ça ne remplacera pas la guerre, ça sera complètement intégré à la guerre. Il n'y aura plus désormais d'opérations militaires qui ne s'accompagnent pas d'opérations pour déstabiliser, saboter l'autre, ses systèmes, l'espionner, etc. Par ailleurs, évidemment, il y a une extraordinaire démocratisation de ces cyberattaques qui sont maintenant, peuvent être menées par des acteurs économiques, par des grandes entreprises, par des groupes de mercenaires, par des groupes à motivation idéologique. Donc tout le monde peut aller jouer dans la cour des grands et faire un peu sa petite guerre. Et enfin, il y a un dernier élément qui est important, c'est que depuis les États-Unis et l'OTAN, par exemple, annoncent qu'ils vont considérer des cyberattaques d'une certaine importance comme équivalentes à des attaques par le fer et par le feu, et se donnent le droit d'y répondre, y compris par des moyens classiques. En clair, face à une cyberattaque paralysant, je ne sais pas, le système bancaire, mettant un virus particulièrement vicieux, un État ou un groupe d'États peuvent se donner le droit de déclencher une guerre classique. Comme on l'a vu, en réalité, la cyberguerre, pour l'instant, n'existe pas. Elle est un concept. Néanmoins, on peut décliner en trois grands domaines de conflictualité la cyberconflictualité elle-même. Le premier domaine, donc c'est le domaine le plus évident, c'est le domaine militaire. Alors même si la cyberguerre n'existe pas, c'est-à-dire qu'une guerre conduite du début jusqu'à sa fin dans le cyberespace et faisant des morts directes dans le cyberespace, là pour l'instant on ne l'a pas vu arriver, néanmoins il faut bien prendre en compte, comme l'ont fait de nombreuses armées, à l'exemple de la Russie, à l'exemple d'Israël, que le cyberespace est devenu un domaine essentiel d'appui aux opérations militaires. Un deuxième grand domaine de conflictualité, pourrions-nous dire, c'est le domaine géopolitique. Le cyberespace, contrairement à ce qu'on a pu dire, n'est pas un lieu sans frontières, n'est pas une espèce d'interconnexion pure et parfaite de toutes les libertés absolues. Bien au contraire, c'est le lieu du retour de l'État. De manière très nette. L'exemple le plus connu, c'est le virus Stuxnet, avec une volonté qui a été affichée par Israël et les États-Unis d'attaquer directement l'Iran. Donc c'est devenu, là aussi, un nouveau champ d'affrontement des grandes puissances et des États. Et le troisième grand domaine de conflictualité dans le cyberespace, c'est le domaine économique, puisqu'avec l'interconnexion absolue des entreprises et des acteurs économiques, bien ces derniers, si cela leur facilite la vie et leur facilite finalement leur business, deviennent aussi beaucoup plus vulnérables. Donc on peut voir des cas d'espionnage industriel, de sabotage de matériel, et finalement, l'un des grands enseignements qu'on peut tirer de ces trois domaines de conflictualité, c'est qu'ils sont transverses. C'est-à-dire qu'une même attaque, en fait, peut être menée par un acteur étatique contre un acteur économique, donc on pourrait penser que c'est une attaque à volonté économique, mais avec derrière la volonté plutôt de faire mal à l'État qui porte l'entreprise ciblée. Donc, quelque part, le militaire, le géopolitique et l'économique finissent par s'imbriquer, et on a des attaques qui maintenant sont de plus en plus transverses. Les attaques dans le cyberespace, en réalité, peuvent se décomposer en trois grandes familles, trois différents types. Le premier, le plus évident, ce sont les attaques de sabotage, où le but est très clairement d'empêcher un matériel de fonctionner, un système d'information, de le détruire, ce qui peut amener à une perte de données ou à une perte de contrôle. Un aspect purement technique qui s'attaque plutôt à ce niveau-là au matériel. Le deuxième grand type d'attaque auquel on peut faire face, ce sont les attaques d'espionnage, où là le but est en fait de pénétrer un système pour s'introduire à l'intérieur, récolter des informations, que ce soit des informations économiques ou des informations sur la vie privée des gens, c'est un peu ce qu'on a vu avec l'exemple de la NSA au travers de l'affaire Prism. Donc ça c'est le deuxième grand type d'attaque, le recueil d'informations, qui lui va plutôt s'attaquer
au logiciel et au protocole. Et le troisième grand type d'attaque, en fait, celui qui permet de dépasser finalement les deux précédents aspects qui sont très techniques, ce sont les attaques dites de subversion. C'est-à-dire qu'on va s'attaquer directement aux perceptions de l'adversaire. On va s'attaquer au cerveau humain. Là, la cible n'est plus directement un matériel, elle est immédiatement la personne qui est derrière son ordinateur. C'est par exemple ce que font les terroristes quand ils vont utiliser Twitter, quand ils vont utiliser les réseaux sociaux pour revendiquer leurs actes. Et comme sur la question des trois grands domaines de conflictualité, là aussi, on assiste de plus en plus à une transversalité des attaques, puisque pour saboter un matériel, il faut avoir un peu espionné auparavant pour savoir quelles sont les vulnérabilités, et très souvent, l'État, l'armée ou le groupe qui aura mené cette action-là aura la tentation finalement d'aller revendiquer son action, donc de faire de la subversion pour finalement terminer l'attaque elle-même. Évidemment, il y a un aspect technique extraordinairement important dans les attaques informatiques. Il faut avoir les meilleurs cerveaux, les meilleures équipes de cerveaux pour préparer demain l'attaque qui sera différente de celle d'hier. Il faut inventer constamment et trouver perpétuellement les vulnérabilités dans des systèmes adverses très sophistiqués. Mais au-delà de cette compétition de l'intelligence et de l'information, il y a évidemment un aspect très important. Les attaques informatiques, comme l'a dit mon camarade, visent un cerveau humain, finalement. Et ce cerveau humain, on peut essayer d'abord de le tromper. Comme ces attaques sont anonymes ou qu'il est très très difficile d'en trouver l'auteur véritable, on peut chercher à tromper sur l'opération qu'on mène. On peut déguiser, par exemple, un vol de données économiques en attaque à but idéologique. On peut prendre le faux drapeau d'un groupe, je ne sais pas moi, djihadiste menant une opération. Donc on peut tromper quelqu'un. On peut essayer de faire un effet de panique ou d'humiliation sur son adversaire. Beaucoup des attaques que nous voyons sont de ce type. En fait, pénétrer sur le site je ne sais pas, d'une administration adverse ou d'une grande entreprise qu'on veut punir, y faire un petit dessin, dessiner les moustaches d'Hitler à un dirigeant, c'est pas extraordinairement difficile techniquement, mais l'effet psychologique va être extrêmement important, et Dieu sait que l'effet psychologique, c'est-à-dire la répercussion médiatique, comme on l'a vu dans des affaires comme l'attaque contre Sony, l'attaque contre TV5, est extrêmement important. Et puis enfin, il y a un autre domaine où il faut vraiment penser en termes de stratégie d'action sur un adversaire. On peut penser que beaucoup de cyberattaques sont destinées à faire passer un message entre gouvernements. Nous sommes capables de vous punir pour ce que vous avez fait. Nous sommes capables de vous paralyser si vous continuez à mener cette politique qui nous déplaît. C'est ce qui s'est passé par exemple dans le cas de l'Estonie et de la Géorgie, où les Russes ont, semble-t-il, envoyé un message politique: on cesse de jouer, c'est toujours nous les maîtres. D'une part, parce que nous vivons tous de plus en plus dans l'obsession sécuritaire des risques qui pourraient venir par écran interposé, qui de ce fait sont particulièrement inquiétants. Donc là où il y a de la peur, il y a toujours l'occasion pour une autorité politique d'en profiter pour prendre des mesures de plus en plus intrusives et de plus en plus autoritaires. Donc ça, on l'a bien vu à propos par exemple de la lutte contre le terrorisme sur Internet. Et enfin, mais là c'est une évidence, il y a chez beaucoup une véritable obsession de recueillir toutes les, et je pense à la NSA aux États-Unis évidemment, de capter toutes les données du monde, de les faire mouliner par leurs ordinateurs pour en quelque sorte prédire le futur, prédire les comportements, donc devenir en quelque sorte, sinon les maîtres du monde, en tout cas les maîtres de la prédiction. Et là, on rentre dans un domaine extraordinairement inquiétant, parce que à chaque minute de notre vie, quand nous prenons le métro avec une passe Navigo, quand nous téléphonons, etc., nous laissons des traces numériques. Ces traces numériques, elles ont une valeur commerciale, elles ont apparemment une valeur pour un service de renseignement. Donc nous sommes fliqués. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que la technique en se développant va créer de nouvelles vulnérabilités. Et
finalement, l'une des principales portes ouvertes de vulnérabilité va être le développement de ce qu'on appelle l'Internet des objets, les objets connectés. On en prévoit plusieurs dizaines de milliards d'ici la fin de la décennie, avec une intrication entre l'humain et la technique de plus en plus poussée. Si on peut prendre l'exemple par exemple d'un pacemaker connecté, qui sera directement relié à l'hôpital, donc où en fait le médecin pourra monitorer en temps réel les problèmes de son patient et éventuellement agir dessus. Oui, ça va nous faciliter la vie, mais d'un autre côté, il faut aussi regarder quelque part l'autre face de la pièce et se dire, imaginons une cybermafia ou imaginons un groupe terroriste qui viendrait à prendre le contrôle de cet objet et en fait ou rançonnerait son porteur ou carrément le tuerait. Ce qui est quelque chose qui peut s'avérer tout à fait possible à un horizon difficile à estimer. De plus, on a vu aussi qu'avec le développement par exemple des voitures connectées, on a très récemment eu justement un exercice de hackers qui ont démontré la vulnérabilité et qu'on pouvait prendre le contrôle de ces voitures connectées. Là aussi, on peut arriver finalement, alors non pas à une évolution quantitative des menaces, mais une évolution véritablement qualitative. Comme je le disais au début, pour l'instant, il n'y a pas de cyberterrorisme non plus, pas de cyberguerre, pas de cyberterrorisme, mais demain, avec le développement des systèmes de pilotage industriel automatique, avec le développement des voitures connectées, avec le développement de l'Internet des objets, on peut arriver justement là à de véritables morts causées directement et de manière parfois massive au travers du cyberespace.